Ce webinaire, je dois dire OK. Ce webinaire fait partie des webinaires destinés aux dirigeants, nouveaux dirigeants, mais aussi anciens pour faire des rappels. Celui d'aujourd'hui est destiné à vous présenter les dispositifs fédéraux qui sont en cours ou pas loin d'être en cours, puisque vous verrez, il y a des petites surprises à la fin. Eh ben, on espère que vous allez passer un bon moment avec nous. La séance est enregistrée puisque vous avez tous cliqué sur OK. Et puis, vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat ou en fin de présentation. Comme on n'est pas très nombreux, on pourra aussi peut-être interrompre par moment la présentation pour donner des compléments à des questions que vous vous posez. Et donc, dans un premier temps, merci de couper les micros, histoire qu'on n'entende pas le chien qui aboie ou d'autres bruits intempestifs. Voilà, donc on est deux à vous faire cette présentation. Donc, je vais laisser Pauline se présenter. Moi, je suis Cécile Variengien, je suis conseillère technique, donc ça veut dire que je suis agent de l'État placé auprès de la Fédération pour un appui sur des missions de développement et des missions éthiques et déontologie, comme vous le savez, pour un grand nombre d'entre vous. Pauline, à toi. Eh ben, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour ce temps de formation. Donc, moi, je travaille pour la fédération depuis un peu plus de 2 ans. Donc, j'ai échangé avec la plupart d'entre vous, principalement par mail ou par téléphone. Donc, je m'occupe de toutes les questions de développement, mais aussi des bourses, des licences, sur pas mal de sujets divers avec Cécile, notamment les jeunes, les personnes en situation de handicap, les féminines, tout un panel d'actions qu'on va vous présenter ce soir. Donc, le sommaire, on commencera par les aides pour les jeunes, les aides au développement, les actions découvertes, et puis on conclura et on vous écoutera aussi, si tant est que vous ayez des choses à nous dire ou à nous demander. On essaiera d'apporter des réponses complètes si on les a. À toi, Pauline. Donc, on va commencer avec les aides découvertes BIA et CAEA. Donc, la plupart des clubs utilisent ce dispositif. Il faut dire qu'en 2024, on a reçu à peu près 850 jeunes en club pour des journées ou des stages. En 2025, on devrait être à peu près à 900 jeunes. Donc, c'est des très bons chiffres. Donc, à savoir que le BIA, c'est un diplôme de l'éducation nationale qui peut se passer à partir de 13 ans. Donc, on a souvent des cours au niveau des établissements scolaires où pas mal de clubs proposent aussi des cours, souvent le mercredi. Donc, comme je pense que la plupart d'entre vous le savent maintenant, donc on a deux types d'aides sur ce dispositif. Donc, soit sur les journées découvertes, on a une aide à hauteur de 40 euros par jeune, ou pour les stages découverts de 3 à 6 jours, ça va être une aide de 100 euros. Je vois qu'il y a une erreur. Vous pouvez également donc proposer ces journées ou ces stages aux titulaires du CAEA. Donc, c'est les enseignants qui ont le diplôme du CAEA, donc qui peuvent aussi bénéficier de ce dispositif. Sur les mêmes aides, donc c'est 40 euros pour une journée et 200 euros pour le stage. Donc ça, c'est un dispositif qui aide pour le recrutement des jeunes. On a quand même pas mal de conversions en licence passion suite à ces stages et ces journées découvertes. Donc, pour bénéficier de ces offres, vous avez un tableau à compléter avec des éléments justificatifs à nous transmettre. Donc, juste en bas de la slide, on a mis le lien vers la circulaire. Donc, à la fin du webinaire, je vous enverrai tout par mail. Donc, vous pourrez accéder à tous les documents sans problème. Est-ce qu'on a des questions sur ce premier dispositif? Oui, moi j'en ai une. Tu as dit qu'il y avait un endroit où il y avait une erreur. Je pense que c'est sur le stage découverte 3 à 6 jours. Voilà. C'est ça. Alors, l'aide n'est pas de 40 euros, mais de 100 euros par jeune. Moi, j'ai Philippe Letellier de Bulot, j'ai une petite question. Jusqu'à quelle date on a pour envoyer euh, le récapitulatif de ce qu'on a fait dans l'année?
Euh, Avant le 31 décembre. D'accord, merci. Alors, on va continuer avec les bourses. Donc, une fois que les jeunes rentrent en formation de pilotage au sein des clubs, la fédération les accompagne financièrement. Ils peuvent décrocher des bourses aux étapes de leur formation. Donc, vous avez la bourse au lâcher, le pass planeur et la SPL qui sont les premières bourses d'entrée en formation. Les jeunes donc, qui ont eu le cursus BIA, qui ont leur diplôme, peuvent avoir des bonus supplémentaires pour le pass planner et pour la SPL. Et une fois qu'ils ont atteint ce niveau de formation et qu'ils veulent aller plus loin, ils peuvent aussi avoir d'autres bourses. Donc, comme vous le pouvez voir à droite, la bourse Campagne Plus, l'autorisation Voltige, les premiers 1000 km campagne et les premiers championnats. À savoir qu'au total, toutes ces bourses, ça correspond à 1600 euros. Donc, ça baisse quand même assez drastiquement le coût de la formation de pilotage. Donc, c'est vraiment une bonne aide pour les jeunes pour les aider à continuer leur formation. Ensuite, nous avons le dispositif. Ah, je vois que Michael a levé la main. Alors, je vais revenir avant. On t'écoute. Ouais, finalement c'était quand même sur le diapo juste avant. Ouais, Euh, pour les stages découvertes qui ont été transformés en licence annuelle, ouais. l'aide est on peut demander l'aide également? Alors, à savoir que les journées ou les stages peuvent être pris soit en licence découverte, soit en licence passion directement, ça, il n'y a pas de souci, hein. D'accord. Pauline, il faudra qu'on vérifie si ça c'est précisé sur la circulaire ou pas, parce Oui, qu'effectivement, il y a peut-être des jeunes qui prennent directement une licence passion et pour autant ils sont dans la découverte. oui, 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 il y a des clubs, justement, pour les stages, souvent, ils prennent une licence passion. Et c'est noté hein, sur la circulaire, ça, il n'y a pas de souci. En fait, le tout, c'est que les jeunes ne soient pas en formation antérieure au démarrage du stage. Donc, ce qui voudrait dire que s'ils étaient en formation avant, ça serait plus un stage découverte. Mais du moment que leur formation GSASO commence en même temps que le stage et qu'ils ont une licence passion, il n'y a aucun problème. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur les bourses? Moi j'en avais une mais je la vois pas là, c'est sur l'aide aux méritants. Oui, alors l'aide aux méritants, donc c'est une bourse qu'on va verser une fois dans l'année. Elle sera versée en principe sur le mois de janvier. Donc, elle est limitée à 5 bourses par club et ça correspond à un montant de 100 euros par jeune. Hmm. Donc, c'est pareil, c'est des jeunes en passion moins de 25 ans. Il faut accompagner la demande de bourse d'un courrier qui explique pourquoi on fait la demande pour ce jeune-là. Ok, bah je l'ai faite, mais c'était pour me faire confirmer la limite aux cinq méritants. Ouais. On rajoutera une info sur, sur la Ouais, la bourse bourse des temps, méritants. sur cette diapo avant de vous l'envoyer. Je l'ai noté, Pauline. Parfait. Merci. Ensuite, nous avons le dispositif Léo Planner. Donc, Léo Planner, ça correspond à une convention qu'on a signée avec l'Union nationale sportive Léo Lagrange. Ça fait quelques années qu'on travaille avec eux. Depuis le début de la convention, on a à peu près 1000 jeunes qui ont pu découvrir le planner. Donc, soit via les événements Horizon Aéro, dont certains clubs ont déjà participé. Ou sinon, souvent, ce sont des journées découvertes, donc pardon, des structures Léo Lagrange qui viennent avec quelques jeunes dans le club découvrir sur une journée la vie, comment ça se passe, les vols. Donc, ils ont une journée entière qui est programmée avec le club.
Donc pour ça, on a plusieurs subventions donc, qui sont divisées entre la fédération et Léo Lagrange. Donc par exemple, pour une journée citoyenne, vous pouvez récupérer 100 euros par jeune pour vous aider à subventionner cette journée-là. Est-ce qu'on a des clubs qui ont déjà participé au dispositif et qui souhaiteraient nous partager une journée? Michael, je vois que tu lèves la main. Oui, alors partager, c'était la première fois, donc c'était une première pour nous. Justement, on n'a pas encore fait de demande de subvention associée. Euh, euh, Vous m'avez répondu sur le formulaire à utiliser justement concernant la demande auprès de la FEVP de mémoire. Comment on procède vis-à-vis de Léo Lagrange? Il suffit de leur envoyer une facture. Si vous n'avez pas le lien, vous pouvez passer par moi, il n'y a pas de souci, hein. D'accord. Il suffit, oui, simplement de faire la facture avec l'intitulé du stage et le montant que ça représente. Ok. Pour rappel, ce dispositif-là, Léo Planner, il a été monté de façon à ce que les clubs ne fassent pas encore plus de travail que ce qu'ils font d'habitude. C'est pour ça qu'on a, dans la convention, bien précisé avec l'UNSLL qu'il fallait absolument que les jeunes soient encadrés, qu'ils soient pris en charge pour toute activité hors l'activité de présentation du vol et de son environnement de façon à ce que vous n'ayez pas, vous, à vous préoccuper de la sécurité des jeunes sur la plateforme. Euh, c'est un discours qui est tenu aussi hein, par les correspondants Léo Lagrange qu'on a au niveau national. On espère que ça ruisselle jusqu'aux structures locales. En général, quand il y a un souci, ça nous revient. Mais on compte sur vous pour, si par hasard quelque chose ne s'est pas déroulé comme ça aurait dû se dérouler, revenir vers nous. La circulaire, elle vous précise le contenu en fait du type de stage, puisque vous voyez qu'il y en a quatre types. Euh, et ces types de stages-là, ils sont aussi utilisables avec d'autres structures que Léo Lagrange, avec des structures, des maisons de quartier, des associations familles rurales, toutes structures qui amènent des jeunes qui ne connaissent pas le planeur et qui sont des jeunes qui sont encadrés, qui arrivent en groupe, peuvent être reçus avec ces mêmes dispositifs et ces mêmes aides financières. Oui, Ok, merci. j'ai une question par rapport justement à d'autres organismes que Léo Lagrange, parce que chez nous, je suis pas trop sûr qu'ils soient présents, mais on a des quartiers politiques de la ville, on travaille déjà avec eux, notamment avec certains établissements scolaires, et en général, c'est par le biais de l'éducation nationale, des établissements scolaires. Est-ce que ça fonctionne aussi, ce système-là, ou pas? Alors, on n'a pas de convention nationale avec l'éducation nationale. D'accord. Donc, j'ai envie de vous dire que toute la partie financière euh, inscrite sur ce tableau qui concerne directement la fédération, c'est-à-dire les 50 euros, 30 euros, 50 Hmm. euros, 100 euros, seront effectivement versés au club pour l'activité par stagiaire. La partie Léo Lagrange, Ouais, nous, on n'a pas la main dessus puisqu'on n'a pas de convention. d'accord. Voilà. Donc, c'est à vous, en local, soit de trouver des financements du conseil départemental ou de la politique de la ville, puisque Hmm. c'est aussi des sources de financement pour ces publics-là, soit de négocier avec les bénéficiaires pour qu'ils aient une petite partie à payer de façon à ce que le club n'en soit pas de sa poche. Mais bon, déjà, Hmm. normalement, ça passe. D'accord, merci. Voilà, parce que prenez de l'altitude grâce au simulateur, 50 euros par stagiaire. Au niveau des coûts au local, dans le club, je pense que ça couvre largement. Oui, oui, tout à fait. On est d'accord. Est-ce qu'il y a encore des questions sur Léo Planner? Juste une toute petite question, je pense que ça sera marqué dans la circulaire du coup, mais justement sur la demi-journée Simu, est-ce qu'il y a l'obligation de prendre une licence découverte ou pas? De toute Oui, façon, il n'y a plus le choix.
Il y a toujours obligation de prendre une licence découverte, déjà rien qu'au niveau assurance. Ok, même pour du simu, du coup. même pour du SIMU. Ok, merci. En fait, toutes ces aides, hein, elles rentrent dans le cadre du contrat de développement. Si vous avez été présent au webinaire précédent, vous avez bien compris que la délégation nous amène des aides, mais nous donne aussi des obligations. Et parmi toutes les obligations formulées par le ministère des Sports, il y a l'augmentation du nombre de licenciés. Donc, on a aussi ce fil rouge en tête au niveau de la direction technique nationale qui fait que si on veut garder le niveau d'aide nationale de l'État envers la fédération, il faut qu'on réponde aussi à ces injonctions. Michael, Oui, voilà. là je suis surpris par rapport à cette remarque, par rapport à une journée prenez de l'altitude grâce au simulateur, parce que bon, sauf erreur de ma part, c'est sur ce type d'exercice que vous nous avez sollicité là pour le dernier événement avec Léo Lagrange là à Angers sur 2 jours. Alors, c'est Ouais, différent parce que là, c'est dans le cadre de leur événement Horizon Aéro. Ouais, Donc là, c'est pas une journée qui se passe au sein du club. voilà, Donc, tout à fait. c'est encore, c'est encore une. Et à aucun moment, il me semble, sauf erreur de ma part, vous avez ben, invité à faire prendre des licences aux parce candidats. que oui, non, parce qu'effectivement, quand les jeunes sont accueillis dans un cadre extérieur à une plateforme et un club, il n'y a pas cette obligation-là. On peut, enfin, administrativement, vu le nombre de jeunes qui viennent sur les salons, D'accord, ouais. ça serait insupportable pour les C'était bénévoles du vol en planeur pas que de gérable. faire des licences pour tout le monde. Non, non, il n'y a pas de... On est d'accord. Peut-être, Pauline, on pourra rajouter cet élément dans la convention. Ouais. Merci de cette remarque. Merci. Alors, on continue avec les stages mixtes organisés entre la FFVP et la FFAM. Donc, c'est un partenariat qui dure depuis une bonne trentaine d'années. On a environ 1200 jeunes qui ont pu bénéficier de ce dispositif. Donc, ça consiste pour les jeunes qui sont licenciés à la Fédération française d'aéromodélisme de venir découvrir le planeur en faisant un stage au sein d'un club. Donc, ça dure une semaine. Il y a une obligation d'effectuer 5 vols de 45 minutes environ. Et cela représente une subvention de 100 euros pour la FFVP et 77 euros pour la FFAM par jeune qui viennent donc faire ce stage. Alors, est-ce qu'on a des clubs qui souhaiteraient, pareil, nous parler de ce dispositif qu'ils ont mis en place au sein de leur club? Ah, Bon. emparez-vous de ce dispositif si vous avez des clubs d'aéromodélisme autour de vous. On a juste fait une demande, je pense, l'année dernière ou il y a 2 ans avec un jeune qui est venu nous solliciter en fait pour le coup. Et qui avait connaissance de ce dispositif-là via sa fédération d'aéromodélisme. Mais effectivement, moi, j'en avais pas connaissance, en fait. Ouais. En fait, c'était un individu seul. Vous n'avez pas Ouais. eu lui et ses copains, par exemple. Non, il était tout seul, il était isolé, mais il avait connaissance de cette convention, ou du moins ses dirigeants côté FFAM lui en avaient fait part, et donc il nous avait sollicité dans ce cadre. Ouais. Ouais, souvent, ils sont seuls à faire ce stage. Ça arrive qu'ils soient deux ou trois, mais la plupart du temps, ils sont seuls. C'est vrai que c'est un dispositif que nous, on n'a pas beaucoup communiqué dessus ces derniers temps. Donc là, on a prévu pour la prochaine saison de faire une communication un peu plus accentuée pour faire connaître. Parce que bon, c'est vrai que c'est un dispositif qui marche depuis longtemps et qui est quand même assez intéressant pour recruter des nouveaux jeunes.
Alors, Daniel, Daniel, on ne t'entend pas. Daniel, on ne t'entend pas. J'avais coupé mon micro, pardon. ah, Oui, suite à l'appel de Pauline cet oui, après-midi, je me suis renseigné. Et donc, nous avons depuis une dizaine d'années entre 5 et 8 jeunes, alors très jeunes, hein, très très jeunes, qui viennent tous les ans découvrir le vol à voile. Alors, globalement, ça se passe bien, c'est une activité récréative pour les jeunes. Voilà, j'ai rien d'autre à partager, hein, parce que j'ai pas plus d'infos que ça. Mais apparemment, ça se passe bien. Je sais pas quoi dire de plus. Moi, j'ai envie de merci. dire que peut-être quand vous recevez des jeunes qui viennent de l'aéromodélisme, ça peut être intéressant d'utiliser le même dispositif que pour les hauts-planeurs. Donc, choisir un des, euh, un des contenus. Ouais, Daniel. Oui, je note. Je note. Alors, Ok, je sais pas du tout ce qui a été fait jusqu'à présent, donc peut-être c'est le cas, peut-être pas, je n'en sais pas. Mais en tout cas, d'accord, je d'accord. note et je fais Mais remarquer. c'est vrai que la découverte du simulateur, la découverte des métiers de l'aéronautique, s'ils sont trop petits pour porter un parachute et donc rentrer dans un planeur pour décoller, euh, on a quand même, c'est vrai, un certain nombre d'outils qui sont utilisables euh, dans ce cadre-là. Ah bah, il y en a un que j'ai un souvenir de cet été où les vidéos de Philippe ont fait fureur, suivi du simulateur. Après, tous les jeunes pouvaient porter un parachute, hein. Ceux que j'ai vus, à nouveau sans avoir creusé, pouvaient porter un parachute, mais effectivement, ça ouvre d'autres perspectives. Alors, à ce jour, apparemment, personne n'aurait persévéré. C'est-à-dire qu'ils ont continué dans le modélisme ou pas, je ne sais pas. Mais on n'a pas eu la chance encore, ou peut-être pas fait ce qu'il fallait pour faire basculer quelqu'un aussi vers le vol à voile. Ouais. Enfin, tant qu'ils sont mineurs, c'est les parents qui décident et bon. Ben voilà, ça fait beaucoup. Ok, ok, merci, Merci. Pauline. Donc, il me semble, le dernier dispositif à destination des jeunes, donc ça va être les stages jeunes FI, donc qui sont à destination des jeunes de moins de 30 ans, où la prise en charge des frais pédagogiques et des vols se fait par la fédération pour les jeunes qui viennent faire leur stage au sein du CNVP. Donc c'est pareil, vous pouvez trouver les conditions sur la flèche juste en dessous. Vous voyez qu'on a élargi la tranche d'âge à 30 ans parce que c'est vrai que si on prenait les moins de 25, comme on le fait dans la plupart de nos catégories, on a fait le choix d'aller jusqu'à 30 ans parce que l'engagement dans une posture pédagogique d'instructeur se fait parfois un petit peu plus tard. Je vois que Sophie a levé la main. Oui, je voulais juste faire même pas un petit retour d'expérience, mais communiquer un tout petit peu là-dessus. On a un de nos jeunes qui vient de s'inscrire là pour cette saison, qui a fait du coup le module A aux vacances de la Toussaint. Et seulement pour informer que il faut y aller. En tout cas, lui, ça s'est super bien passé et c'est assez ouvert aussi dans le sens où il a prévenu d'avance qu'il risquait de pas pouvoir être disponible pour le module C en tout cas et il y a des flexibilités, c'est pas strict, voilà. Donc juste voilà, ouvrez les yeux vers vos jeunes, je pense que ça peut être chouette. Bon, merci, merci Sophie pour ce témoignage. C'est vrai que un des objectifs de la fédération, enfin, il suffit que vous regardiez autour de vous, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, hein, c'est de rajeunir la population des instructeurs de notre fédération. Et c'est vrai que c'est un dispositif sur lequel la DTN a beaucoup travaillé euh, en mettant à disposition des formateurs et la possibilité de venir dans ce que
ce qu'a appelé un des jeunes qui est venu au CNVP cet été est arrivé en me disant, oh mais dis donc, là je suis à Disneyland. Voilà, donc ça donne aussi la possibilité aux jeunes de venir à Disneyland planeur, donc au CNVP pour se former. C'est quand même une sacrée opportunité. On a une question. Est-ce qu'il y a des aides pour les formations FI moins de 30 ans qui se font en région? On va venir aux aides en région. On va y venir. Donc, je vais répondre. Oui, là c'est Philippe, j'ai levé la main. Je voulais savoir Ah, combien de FI, enfin, est-ce qu'il y a un maximum de places disponibles? Enfin, est-ce qu'il y a un minimum ou un maximum? Enfin, je sais pas, combien de jeunes peuvent bénéficier de ça par an? je ne sais pas combien étaient présents. Alors, c'est Jean-Philippe Varnier, hein, il me semble, qui coordonne et qui est missionné sur ce sujet. Pauline, tu confirmes? Oui. Voilà. Donc, peut-être faites un mail à Jean-Philippe Varnier. Vous avez nos adresses mail sur le site de la fédération, les équipes, la DTN, et vous trouverez le mail de Jean-Philippe Varnier. On a tous la même adresse, hein, Ok, arobase ffvp.fr. ok, merci beaucoup. Alors, on continue avec le service civique. Donc, la fédération porte un agrément national depuis 2016. Donc, ça correspond entre 30 et 40 contrats par an. Donc, c'est un dispositif qu'on a mis en place justement pour aider les clubs, que ce soit donc dans les démarches administratives, dans la gestion du club, dans l'accueil des personnes qui se rendent sur le terrain. Donc, ça représente des contrats de 6 ou 8 mois, de 24 heures semaine qui sont modulables. Donc, souvent, comme ce sont des jeunes qui sont encore en études, ils viennent surtout le mercredi, les week-ends ou les vacances scolaires pour pouvoir adapter leur emploi du temps. Donc, c'est un dispositif qui est assez souple et qui est très intéressant. Les jeunes touchent une indemnité de 619 euros par mois, qui est en grande partie prise en charge par l'Agence du service civique. Donc, ça représente une faible somme pour le club par mois. Donc pour ça, je vous invite à candidater. Vous pouvez m'écrire donc sur l'adresse directement du service civique que vous voyez sur l'écran. Déjà pour nous informer que vous souhaiteriez accueillir un ou plusieurs jeunes en 2026. Comme ça, moi, je peux commencer à préparer mes quotas. Donc quand on va aller demander nos enveloppes à l'agence. Donc c'est un dispositif qui marche très bien. Est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient nous partager leur expérience? Oui, peut-être attirer l'attention pour ceux qui voudraient. À trois, on fonctionne déjà. On avait recruté pour cette année, enfin cette saison qui est passée maintenant, deux services civiques. Il y en a un qui nous a abandonnés, purement et simplement. L'autre, par contre, a été jusqu'à être formé, enfin lâché, hein, il n'y a pas de souci. Même breveté, je suis en train de dire lâché et breveté. Donc voilà, on peut tomber sur des gens soit très motivés, soit, alors, importance des entretiens de, entre guillemets, sélection, parce que effectivement, on a des gens qui peuvent être passionnés par tout ce qui est vol, et puis il y en a d'autres qui viennent là un petit peu par hasard pour voir, et puis qui peuvent, je vous dis, on a nous cette année 50%. Il y en a un qui a abandonné en cours de route, du jour au lendemain, il a disparu de la circulation. On a même eu notre vice-président Paul Thomas a été au commissariat parce qu'on s'inquiétait de sa disparition, parce que sa famille était même pas trop au courant de ce qu'il devenait. Donc, on a même eu l'occasion d'alerter le commissariat de police pour savoir si, par extraordinaire, il ne lui serait pas arrivé quelque chose. On s'est rassuré depuis, d'autres jeunes du club l'ont vu et il va très bien. Sauf que bah, il a laissé tomber son service civique en cours de route. Donc voilà, il y a peut-être de la part du club un soin un petit peu particulier à faire lors des entretiens, je dirais, entre guillemets, d'embauche. Voilà. Ouais. Euh, sur la mission, donc on a fait une seule fiche mission, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Sur cette fiche mission, au-delà des missions que vous attendez souvent, hein, en termes d'accompagnement dans la gestion du club par rapport au vol,
Il y a la possibilité aussi de faire des propositions au regard de toute l'activité de la vie associative, euh, aider à, je ne sais pas, refaire la communication, travailler sur peut-être l'histoire de l'association et puis essayer de la donner à voir alors qu'elle a été un peu mise de côté par manque d'engagement bénévole, ce qu'on peut comprendre. Il y a aussi tout le volet environnement, développement durable sur lequel les jeunes peuvent travailler. Donc, dans les entretiens, pensez aussi à évoquer ces sujets de façon à ce que le jeune, s'il n'a pas d'appétence pour le vol et pour l'activité en piste, même si ça l'empêchera pas de effectivement aider à mettre les planeurs en piste, etc. Mais peut-être qu'il a des appétences différentes et c'est intéressant aussi de lui donner l'opportunité d'être là sur nos clubs. C'est la vie associative. Hmm. Alors, on continue. Alors, on va passer sur les aides au développement. Donc, vous avez le dispositif boosté. Donc, certains clubs, pareil, ont déjà déposé des dossiers. Donc, ça vous permet d'avoir une aide financière au recrutement d'instructeurs, de trouillards ou de personnel administratif sur la saison. Donc, c'est pareil, vous avez un dossier à compléter, à nous retourner. Et en fonction, on peut vous attribuer une aide selon les crédits qu'on a. C'est un dispositif qui marche plutôt bien et qui me semble est plutôt apprécié par les clubs, étant donné que ça peut les aider financièrement au recrutement de ces personnes pendant l'accroissement de l'activité, surtout pendant la période d'été. Donc pour ça, on a un webinaire. Alors là, on a mis le 7 avril, mais on a changé la date ce soir. Il sera fin janvier. Vous trouverez à la fin du formulaire où on a listé tous les webinaires qui sont à venir avec le lien pour vous inscrire si ça vous intéresse. Cécile, est-ce que tu veux Oui, peut-être compléter? une précision. Donc, les instructeurs qui sont recrutés doivent être titulaires d'une carte professionnelle d'éducateur sportif. Et cette carte professionnelle d'éducateur sportif, elle s'obtient sur la base d'une demande d'équivalence du DEGEPS. Cette demande d'équivalence du DEGEPS peut générer une demande de carte professionnelle et c'est seulement sous cette condition que l'État accepte qu'on verse des crédits d'État à des gens qui font un métier d'éducateur sportif. Petite précision, cette demande d'équivalence de DEGEPS ne sera plus possible à partir du 1er janvier 2027. 2020, on est en 2025, donc ne sera plus possible à partir du 1er janvier 2026. Donc, encore pendant quelques jours, tout le mois de décembre, vous avez la possibilité de remplir un dossier. On vous a mis là le lien pour aller vers ces dossiers. Tournez-vous vers vos instructeurs parce qu'on a deux profils d'instructeurs qui peuvent être intéressés à avoir une activité professionnelle d'éducateur sportif dans un club. C'est les jeunes qui sont instructeurs et qui chargent du travail, mais aussi des personnes qui arrivent en fin de carrière professionnelle et à qui il manque un ou deux trimestres pour faire valoir des droits à la retraite à taux plein. Et donc, on a eu quelques fois des gens qui nous disaient, attends, moi j'arrive à la retraite, mais il me reste quelques trimestres à rattraper et plutôt que de les vivre, voilà. Daniel, tu étais dans ce cas? Je suis dans ce cas. Je Et suis dans ce donc, cas. Donc, je découvre cette possibilité et pourquoi pas. voilà. Ah, Donc, plutôt que de terminer sa carrière dans une entreprise où on est très malheureux, on a envie tout d'un coup de commencer sa période de la deuxième ou troisième vie en faisant de l'enseignement du planeur. Dans ce cas-là, on a une posture d'éducateur sportif. Si on a une aide financière dans le cadre de Booster, il faut avoir la carte professionnelle. Donc, je vous invite très largement à faire des demandes d'équivalence DEGEPS dans vos directions régionales, DRAGES. On vous fournira hein, l'ensemble des informations. Le contact pour cette démarche-là, c'est Nicolas Blin. Il faudra le joindre. Il y aura, je pense, ses coordonnées sur la
les documents en lien sur cette présentation. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur Philippe? le boosté? Oui, Philippe, donc j'ai une question là-dessus. Effectivement, le DGE, enfin moi j'appelle ça le DEGEPS. Euh, Oui. hum, donc là, actuellement, tous nos instructeurs, avait fait la demande. C'était au départ avec simplement la licence d'instructeur planeur qu'on avait ce diplôme par équivalence. Mais alors, à partir du 1er janvier 2026, euh, comment on pourra faire? Alors, à partir du 1er janvier 2026, les éducateurs sportifs, euh, les instructeurs seront instructeurs au regard du ministère des Transports et pas au regard du ministère des Sports. De toute façon, c'est un diplôme européen, donc vous gardez la possibilité de faire de l'enseignement du vol en planeur, mais vous ne serez pas éducateur sportif. D'accord, mais alors dans le cadre Alors, dans le cadre du de l'aide boosté, boostée, on ouais. est en pleine négociation avec le ministère pour pouvoir continuer à utiliser ces financements parce que tous nos instructeurs passent aussi au filtre du FIGES dans le cadre du contrôle d'honorabilité. Mhm. Ce contrôle d'honorabilité, en fait, la carte professionnelle d'éducateur sportif permettait de passer par un autre biais que le contrôle d'honorabilité, mais permettait de passer au filtre du FIGES, du fichier des infractions des auteurs d'infractions sexuelles. Et donc, on est en pleine négociation pour pouvoir continuer à bénéficier de ces crédits-là pour pouvoir accompagner les clubs qui veulent embaucher des instructeurs saisonniers. Et oui, j'ai bien entendu plusieurs fois marqué saisonnier. Et nous, on envisage d'embaucher quelqu'un en CDI, un instructeur. C'est utilisable aussi dans ce Alors, cadre-là? il y a d'autres aides à l'emploi qui sont des aides à l'emploi qui sont attribuées par les DRAGES. Et à ce moment-là, moi, je vous conseille de prendre contact avec Nicolas Blin. D'accord, ok. Voilà, qui vous mettra en contact avec le collègue de la Dragesse qui gère des crédits emploi. En général, ce sont des aides qui s'élèvent à 12 000 € par an pendant 3 ans d'aide à l'emploi. D'accord, ça c'est via la Dragesse. Et le boosté, c'est uniquement pour des saisonniers. Oui, Ok, merci pour la réponse. plus de questions sur ce sujet? On passe à la suite. Donc voilà la réponse à la personne qui s'appelle Manava sur les petits messages. Donc, est-ce qu'il y a des aides pour les formations FI moins de 30 ans qui se font en région? La personne pose la question sur le chat parce qu'elle est dans le train et pas d'audio possible. Et puis, il y a une deuxième question. Les 30 ans correspondent à la date d'entrée en formation. On dit l'année des 30 ans. Donc, pas de problème. Donc, concernant les aides à la formation des instructeurs et des instructrices, si la formation est réalisée par le formateur de l'association au profit d'un de ses membres, il y a une aide de 500 € qui est attribuée à l'association. Si elle est réalisée pour un candidat d'une association extérieure qui ne dispose pas de son propre formateur, c'est une aide, pardon, de 1 000 € qui est attribuée à la structure qui assure la formation. Et si la formation est réalisée par un cadre technique fédéral, une aide de 500 € est attribuée à la structure dont dépend le cadre technique fédéral. On a deux cadres techniques fédéraux. On a Lucia Esteban qui, elle, dépend du comité régional d'Occitanie. Et on a Stéphane Chitrit qui, lui, dépend du comité régional Bretagne. Voilà, on vous a mis la note permanente. Et l'objectif, c'est bien d'accompagner la formation des FI qui restent en région pour se former. C'est ceux qui veulent pas aller à Disneyland Planner. Sophie? Ah, il y a une question de Sophie. Ouais, j'ai rebaissé la main après, je pense que j'aurai la Ah, réponse dans la note du coup, mais c'est pour savoir comment vous prévenir, je pense, et du coup récupérer cette aide. Je Quelle- pense que la réponse est dans la note permanente. Voilà, donc je lirai, il n'y a pas de souci. Pas d'autres questions sur ce sujet? Si, Ah oui, Daniel.
Alors peut-être qu'elle est dans la note permanente aussi. Pour ceux qui font une partie des modules, typiquement le module A en région et le reste à Disneyland, comment ça se Euh, passe pour l'aide? C'est proratisé ou c'est celui qui délivre le... alors, s'il fait sa formation à Disneyland Planner et qu'il a moins de 30 ans, il bénéficie de l'aide. Hmm, ok, Voilà. S'il en fait une partie en région, je pense qu'il peut aussi cumuler avec l'aide en région. d'accord. Ouais, parce qu'en fait, si la formation est réalisée pour un candidat d'une association extérieure ne disposant pas de son propre formateur, l'association qui va assurer la formation, elle fait un effort. Hmm, Voilà, donc l'idée, c'est de ne pas léser l'association qui fait l'effort de former les instructeurs sur son propre territoire, euh, alors qu'elle pourrait passer du temps à faire de l'activité pour son propre club. d'accord, ok. Voilà, on est dans cette logique en fait. D'accord. Merci Cécile. Voilà. Ah, Pauline, Ouais, j'ai un bug technique. t'as un bug technique. Bon, j'espère que j'ai bien répondu à la question de Manava. Donc, on continue sur les aides au développement. Concernant la campagne ANS, donc vous savez que c'est une campagne qui sert à accompagner les clubs pour le développement des pratiques et l'accès au sport. Sont des aides financières qui vont autant vers les clubs que vers les comités départementaux que vers les comités régionaux qui, bien sûr, en font la demande. On vous a mis le lien vers le tableau qui présente toutes les actions qui sont éligibles à la campagne FFVP de 2025, qui est passée, pour lesquelles normalement vous avez touché les subventions en partie que vous avez demandées. Euh, et puis, sur ce tableau qu'on vous met en lien, vous avez également les aides fédérales sur les actions complémentaires pour lesquelles vous pouvez faire des demandes. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. Vous aurez en fait la globalité du tableau. Sachez que c'est une campagne qui se déroule au niveau des demandes de subventions autour de février, mars, avril. C'est pour ça que dès janvier, on vous fait un webinaire concernant les actions éligibles. Alors, sur la base d'une note de cadrage qui ne sera pas sortie, hein, comme chaque année, puisque l'Agence nationale du sport traîne un peu pour sortir les notes de cadrage. Ils ont eux aussi des arbitrages à faire au niveau du ministère. D'une année sur l'autre, d'après notre expérience depuis 2020, les actions éligibles changent peu. On est dans une logique de continuité au sein de la fédération, c'est un choix fédéral aussi. Donc, dès janvier, on vous engage à réfléchir avec vos équipes sur les actions sur lesquelles vous allez demander des subventions, puisque en janvier, on vous présente les actions éligibles. En février, on vous parle du budget prévisionnel et du compte-rendu financier des actions réalisées l'année précédente, puisque vous avez aussi cette injonction-là de rendre compte de l'utilisation des crédits, même si on en est tout à fait conscient, quand vous recevez les crédits en août, la saison est quasiment terminée, donc il y a toujours un petit décalage. En février, vous avez aussi un webinaire qui concernera l'utilisation de la plateforme de demande de subvention qui s'appelle Le Comptasso. Et puis, en mars, on vous refera un rappel sur la réalisation du compte-rendu financier de l'année N-1. Voilà, la personne qui coordonne la campagne ANS, c'est Nicolas Blin, avec l'appui de Manon Davin. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ANS? Très bien, on continue. Donc, il y a des aides à l'achat de simulateurs avec une circulaire qui est en cours de modification, hein, mais l'idée, c'est d'avoir trois types d'offres.
l'équipement de vos simulateurs avec un masque de réalité virtuelle, l'acquisition d'un nouveau simulateur portable monoplace avec masque de réalité virtuelle, et puis l'équipement de vos simulateurs club ou alors quasiment carrément l'acquisition du nouveau simulateur portable monoplace. On vous a mis les visuels. Euh, Nicolas et Benjamin sont en train de travailler sur ce dispositif-là. L'idée, c'est d'être un peu dans la continuité pour continuer d'équiper les clubs. Il y a aussi une aide à l'achat de simulateurs adaptés avec un malonnier pour les clubs qui accueillent beaucoup de personnes en situation de handicap. Pas de questions? Donc, on passe à Saplan pour elle. Alors ça, vous le connaissez, hein, ces initiatives ont pour objectif d'ouvrir largement les clubs aux femmes et aux personnes en situation de handicap. C'est ça la nouveauté, la petite surprise. Donc l'objectif, c'est de faire une journée découverte, découvrir la vie associative, le vol en planeur et une animation spécifique. On a, depuis l'année dernière, fait des fiches de conseils sous forme de avant, pendant et après pour vous aider dans votre organisation. On vous demande de signaler que votre club organise une journée et on vous envoie un kit communication. Et puis, souvent, on vous accompagne par rapport à la communication que vous pourrez faire sur les réseaux. Le service communication est impliqué là-dedans. Donc, ça plane pour elle, c'est le dernier week-end de juin. Dernier ou avant-dernier, j'ai un doute tout d'un coup. Dernier week-end de juin, souvent. Merci. Et donc, la commission Handiplaneur et le réseau des ambassadeurs Handiplaneur ont travaillé à l'élaboration d'une journée Ça plane pour tous, qui serait prévue, mais rien n'est encore acté, hein, le troisième week-end de septembre, et puis qui permettrait aussi d'avoir des kits de communication et des fiches conseils sur quel type de handicap on peut accueillir, comment on les accueille, à quoi il faut faire attention, etc. Tout ça, c'est des outils qui sont en cours d'élaboration au sein de la commission Handiplaneur. Michael a levé la main. Oui, bonjour. Rebonjour, pardon. Concernant l'opération Saplan pour elle sur le dernier week-end de juin, j'avoue que nous, on peine à trouver des volontaires. À trouver des volontaires, c'est le dernier week-end de juin, c'est un des plus gros week-ends estivales, potentiellement, avec des grosses journées possibles. Il y a peu, j'ai pas assez de pilotes VI pour encadrer ces journées, en fait. Donc, je suis un peu sceptique sur la date, en fait. Je Après, pense D'accord. c'est une date qu'on préconise, mais vous avez aussi la Oui. possibilité de le faire sur un autre week-end. Justement, au niveau de la communication, on fait donc des affiches pour le week-end qui est prédéfini au niveau du bureau directeur. Mais on a aussi la possibilité de vous proposer des affiches non datées pour que justement vous puissiez vous adapter selon vos contraintes. Ok. Voilà. Juste pour info, Merci. Philippe de Buneau, nous on a fait l'opération Ça plane pour elle sur tout le mois de juin. Ok, super. OK. Et ça a très bien marché en fait. Parce que justement, avoir une date fixe, c'est pas pratique, alors que si on l'étale sur une plus grande période, en fait, ça marche bien, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est une très bonne idée. Ouais, on note. Ok. On Et note. j'ai une petite question. Oui, Marianne de Saint-Sulpice, Marianne Leroux de oui. Saint-Sulpice. Et justement, Ah, Marianne, on ne t'entend euh, plus. vous m'entendez là? Ça y est, à nouveau, oui. Ok. Quel tarif aviez-vous appliqué pour les vols Ça plane pour elle? Donc, Philippe va répondre parce que nous, personnellement, on n'a pas de préconisation fédérale. Alors, je veux bien qu'on répète la question parce que j'ai reçu un SMS en même temps, donc j'ai pas écouté. Quel est, quel est le coût? Marianne demande quel est le coût du vol que vous appliquez la journée, enfin, les journées, ça plane pour elle. 80 euros. Il y a d'autres expériences parmi les participants?
80 € au lieu Alors nous, c'est 120. Le tarif normal, c'est 120 pour les moins de 25, 130 pour les plus de 25. Et on a fait le tarif à 80 €, quel que soit l'âge. D'accord, ok. Alors nous, on a fait donc une tentative le dernier week-end de juin, je crois, et on a eu zéro participante. Euh, et donc, voilà, effectivement, on n'a pas très bien compris pourquoi. On s'est peut-être mal débrouillé aussi en termes de communication. On a utilisé les affiches de la Fédé, les réseaux sociaux, le bouche à oreille, et rien du tout. Et donc, on avait appliqué un tarif préférentiel par rapport à notre tarif habituel de vol d'initiation. Alors, à Buno, l'année dernière, on a dû faire 3 VI, parce qu'on avait fait ça sur un week-end, on a fait 3 VI, ça plane pour elle. Et cette année, on en a fait 17, je crois, ou 18, D'accord, en se mettant sur le mois, voilà. d'accord. Merci. Merci. Plus de remarques? Ok. Donc encore une nouveauté qui n'en est pas une. Pour celle-là, le label événement durable. Donc c'est un label qui valorise les démarches des organisateurs d'événements, qu'ils soient des événements sportifs ou pas, hein, et qui s'engagent à mettre en œuvre une approche plus éco-responsable, solidaire et vertueuse. Donc Benjamin, avec Aude Untersee, ont fait un tableau qui reprend un certain nombre de critères sur lesquels vous pourrez vous appuyer. Ce tableau est à remplir et il y a possiblement une aide financière qui peut aller jusqu'à 1 500 € en 2025. Il n'a pas encore été discuté sur 2026. Euh, voilà. C'est une manière aussi d'attester les efforts qui sont faits par les organisateurs euh, sur le volet du développement durable. C'est rentrer dans une démarche active sur ce sujet-là. Le cordeau du dispositif, c'est Benjamin Néglé. Et puis, on vous a mis le lien vers le tableau. Alors, Et puis, à ce sujet, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau, puisque quand on a fait les championnats de France il y a quelques années, enfin, 3 années de suite, ça existait déjà, ça. oui, j'allais dire, en fait, ce dispositif, il existe déjà depuis un moment. Simplement, on passait par le dispositif du CNOSF, le sport s'engage. Et ce dispositif était matériellement très lourd sur la plateforme du CNOSF et pas forcément très bien adapté à notre réalité, puisqu'il prenait en compte souvent des événements qui étaient de très très grande ampleur et qui correspondent pas du tout à la réalité des événements des clubs de planeurs. Du coup, Benjamin et Aude, qui avaient vécu un accompagnement, Aude avait même testé puisqu'elle avait participé à une demande de label du CNOSF. Et du coup, Benjamin et Aude ont retravaillé l'objet en proposant un tableau qui présente seulement 10 critères d'évaluation, ce qui est beaucoup moins que les 30 ou 40 qu'il y avait à l'époque. Euh, mais c'est vrai que certains clubs qui organisaient des événements sportifs, hein, étaient déjà rentrés dans la démarche. Là, il s'agit de tout type d'événements. Ça peut être aussi des stages, des accueils de journées découvertes. Voilà. Ouais, c'est une bonne nouvelle parce que là, bon, c'est moi qui m'en étais occupé avec les 40 critères. C'était vraiment quelque Mm. chose d'infernal à l'époque. Ouais, Et là, ça me rassure parce qu'on va en refaire un l'année prochaine. Et donc, du coup, là, oui, je suis bien content de savoir que ça ne sera pas la même galère. c'est ça. C'est Merci ça. beaucoup. On essaye à chaque fois de simplifier les choses pour les bénévoles, effectivement. Et je crois que c'était 2000 € à l'époque. Enfin, Ouais, ça a descendu là. ouais. En 2025, c'était 1 500. Michael a une question. Je vois une main levée. Oui, bah justement, on a déposé un dossier à l'occasion du CDFJ 2025. Et sauf erreur de ma part, mon trésorier justement vient de vous envoyer une relance par rapport au fait qu'il n'avait pas touché de subvention. On se posait la question de savoir à quelle échéance ça Ouais. allait.
Pour les- Ça va être réglé avant fin décembre. D'accord. Oui, oui, oui. Ça va être réglé avant fin décembre. On est en 2025, encore quelques bouts de semaine. Mm. Alors, parce que je sais pas pour les autres qui ont organisé des événements sportifs type CDF ou régionaux, mais c'est la première fois, nous, que la ville, par exemple, nous demande vraiment des comptes à rendre très précis, avec un bilan moral et financier sur l'événement. Et du coup, c'est effectivement pour leur donner un retour exhaustif de ce qu'on a pu Oui. toucher ou pas, quoi. Ou de Donc, ce qui est en rapidement. attente, ouais. Ouais. OK, je mets un point d'exclamation à faire vite. Merci. Euh, ok, oui, c'est un sujet, hein. Là, on est en regroupement à l'INSEP avec la DTN sur le développement durable. Et en fait, l'éco-conditionnalité de l'attribution des subventions est un sujet qui est évoqué souvent. Donc, on est très content parce qu'on est un peu en avance par rapport à un grand nombre de fédérations. On reste dessus et du coup, ça me permet de passer à la slide suivante. Voilà, puisqu'il y a un projet de label Club Durable qui a été évoqué par les ambassadeurs du développement durable qui avaient été réunis pendant le Grand Prix à Saint-Auban euh, pour évoquer les sujets du développement durable dans notre fédération. La question de créer un label Club Durable sur la base d'un certain nombre de critères et d'enjeux avait été posée. L'idée, c'est d'arriver à une dotation communication club labellisé et puis une dotation financière qui peut aller jusqu'à 2 000 euros. Ce projet-là, il n'a pas encore été déposé au sein du comité directeur, hein, même si tout le monde en parle un peu. Il y a trois enjeux, un enjeu environnemental avec un grand nombre de critères, un enjeu économique et technique, et puis un enjeu humain et social. Voilà, est-ce que vous avez des avis sur cette labellisation de club pour effectivement arriver à donner une visibilité verte, entre guillemets, auprès de vos partenaires sur le territoire? Bah, disons, Philippe Abuneau, là, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que du coup, quand on fera un championnat de France ou un événement comme ça, on sera automatiquement labellisé? Ah ben, dans la mesure où sur un championnat, vous demandez le label événement durable, évidemment, on va vous inviter à remplir aussi, je pense que ça sera sous forme de questionnaire. C'est ce qu'a voulu le groupe des ambassadeurs du développement durable qui a travaillé sur le sujet. Ils nous ont dit il nous faut un truc facile à remplir. Donc l'idée, c'est de faire ça sous forme de questionnaire. On est en train de travailler dessus de façon à ce que vous remplissiez un certain nombre de critères sur ces trois enjeux. Est-ce que vous vous êtes questionné, je pense aux aspects techniques par exemple, est-ce que vous vous êtes questionné sur l'efficience, non pas l'efficacité, non pas des données chiffrées sur vos économies, non pas tout ça, mais sur l'efficience de vos moyens de lancement? Est-ce que vous vous êtes interrogé sur l'ouverture de votre club à des associations du secteur social. Est-ce que au sein de votre club, les logiques qui prévalent à toutes les actions autour de l'environnement sont évoquées, sont des sujets? Est-ce qu'il y a des actions en place? Voilà. Donc, ils ont posé un certain nombre de critères qui sont transformés aujourd'hui en questions de façon à ce que ça soit le plus simple possible pour vous. Et vous savez, hein, ces questionnaires, ils se transforment en tableau Excel. Donc après, pour les personnes qui étudient les réponses des participants, c'est facile de pouvoir attribuer un label. Alors, ma question, c'était si on a le label, si on obtient le label Club Durable, est-ce que quand on organise un CDF, puisque nous on en fait assez souvent, on sera dispensé de refaire la démarche pour être labellisé sur le concours? Et il y a deux labels différents. Il y a un label événement durable et un label club durable. Donc, c'est deux choses différentes alors. Ah ouais, avec deux dotations différentes. D'accord. Et la Tout à dotation fait. financière de 2 000 euros, c'est par an?
ou c'est une fois et c'est fini? Non, c'est au label. Et je pense que la réflexion qui a été portée, c'est que le label soit donné pour 4 ans. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, avis, idées? On va dire que nos ambassadeurs ont très très bien travaillé, hein. Oui, Ah, dans le Jean-François, club oui, labellisé Club Durable, est-ce que des oui, actions comme du style l'implantation de ruches, ça peut entrer en ligne de compte, ce genre d'activité, puisque nous, on s'est amusé cette année à avoir des ruches. Bon, oui, histoire oui, de... C'est le genre d'action oui, qu'on peut valoriser ou pas? tout à fait, tout à fait. C'est très, c'est des, en fait, c'est des critères plutôt ouverts. Ouais, Oui, d'accord. oui, c'est des critères plutôt ouverts. Je confirme à Buno, on a mis des ruches justement pour faire labelliser un concours et ça a marqué des points, oui. Bon, bah écoutez, on va en parler aux abeilles alors. Sophie a levé la main. Oui, juste petite question technique. Est-ce que du coup vous pensez que ça sera mis en place pour le printemps 2026 ou en tout cas la saison 2026? On espère, oui. On Ça marche. souhaite. On travaille pour. Ok, merci beaucoup. Pas d'autres avis, pas d'autres mains, pas d'autres messages dans le chat. Eh bien, je te laisse conclure, Pauline. Et ben, donc, on va arriver sur la fin de ce webinaire. Donc, on vous a mis le lien vers le tableau des financements et également le lien vers la convention club qui est nécessaire d'être complété et envoyé pour pouvoir justement demander les subventions. Donc, vous retrouverez dans la présentation donc, les liens vers tous les documents qui correspondent à chaque dispositif. Est-ce que vous auriez des questions supplémentaires? Bon, a Bah, priori, on a été je te dis, si relativement. vous l'avez sans doute dit, mais la présentation sera envoyée dans la foulée, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok, Je vous très bien. l'envoie, j'espère, d'ici la fin de la semaine avec le replay et la présentation. Très bien, merci. Donc, je vais conclure avec les prochaines sessions qui vont se dérouler principalement en janvier et la dernière sur février, donc pour la partie des nouveaux dirigeants. Donc, c'est pareil, vous avez le lien si vous souhaitez vous inscrire à d'autres formations et surtout si vous voulez en parler au sein de vos clubs. Nous, plus on a de participants et, et plus on est ravis. Donc, surtout, n'hésitez pas à partager.